Je vais me livrer à un exercice dont je mesure pleinement le paradoxe. Je vais essayer de convaincre des députés élus, réunis ici en assemblée, de conserver tout leur pouvoir. Je plaide pour que Madame la Première ministre, qui, dois-je le rappeler, n'a pas été élue à cette fonction, mais doit seulement sa place au fait qu'elle ait été désignée par le Président de la République, ne puisse retirer à notre Assemblée le droit de pouvoir discuter, débattre et améliorer ce projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Mon message est simple et s'adresse à chacun d'entre vous. Collègues, quelles que soient vos convictions, quel que soit le programme sur lequel vous avez été élus, quel que soit le mandat que vous ont donné vos électeurs, exercez votre pouvoir, n'y renoncez jamais. C'est le mandat que vous a confié le peuple. Ne le déléguez pas, c'est un trésor républicain. Ou alors, cédez la place. Le porte-parole du gouvernement, et donc le vote, Madame la Première ministre, a déclaré hier dans le JDD, comme pour nous mettre au pas, nous avons besoin d'un budget solide. Mais, collègues, qu'y a-t-il de plus solide qu'un budget débattu par les députés? Qui décide de ce qui est un budget solide ou pas? Qui est plus qualifié que la représentation nationale pour savoir si c'est un budget solide? D'où vient cette culture, si ce n'est ce qu'on appelle la tentation d'épistocratie, qu'en quelque sorte le pouvoir doit être seulement tenu entre ceux qui savent, et que nous, ici, nous ne saurions pas ce qu'est un budget solide. Le porte-parole a continué en disant lors des séances publiques, je le cite, « L'hémicycle est devenu une arène, le royaume de la posture et de la punchline. » D'abord, Bruno Le Maire a dit l'inverse. Lui, ces derniers jours, s'adressant à notre collègue Coquerel, avait dit, et il l'avait félicité, que le débat était de qualité. Qui croire? Un ministre des Finances présent lors du débat ou un porte-parole de gouvernement qui, lui, se limite à des punchlines et à des arguments futiles? En réalité, ce que vous diffusez dans le pays est une culture anti-parlementaire particulièrement dangereuse, j'y reverrai. Monsieur le porte-parole du gouvernement, une Assemblée nationale n'est jamais une arène, jamais. Et la parole de vos oppositions n'est pas celle d'une bête féroce que vous devez dompter à coups de fouet en utilisant les articles les plus autoritaires de la Ve République. Non, apprenez que ceux qui s'opposent à vous et à votre politique ne sont ni dans la posture ni dans la punchline, mais sont animés par une chose qui vous fait défaut, des convictions et des principes. Nous devons avoir le pouvoir de vous critiquer sans être perpétuellement méprisés et caricaturés. Dois-je vous rappeler d'ailleurs qu'aujourd'hui, un dernier sondage vient de le dire, vous n'avez pas plus de 34% des Français qui vous soutiennent. Alors un peu de modestie. Prenez garde à vos propos persifleurs. Ils ne cachent qu'une chose, vous êtes depuis le mois de juin minoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, minoritaire. Et pris dans cette culture que je qualifie d'anti-parlementaire, le porte-parole du gouvernement a même annoncé qu'il n'excluait pas d'utiliser le 49.3 pour imposer une réforme des retraites. C'est irresponsable. Alors, le même porte-parole de vous, Madame la Première ministre, a dit « Au blocage, nous répondons Constitution ». Décidément, entre le Parlement et nous, il existe une chose que vous oubliez, la volonté du peuple. Et pour la contourner, vous utilisez désormais ce qui, selon nous, constitue un des aspects les plus autoritaires de cette Constitution, l'article 49, alinéa 3. Je dois dire que la convocation à cette Constitution ne nous impressionne pas, et nous connaissons l'histoire de la Constitution de 1958, dois-je le rappeler ici, imposée dans un moment de quasi-guerre civile sous la menace d'un coup d'État militaire. C'est la raison pour laquelle nous plaidons depuis longtemps pour une 6e République. Et nous restons fidèles à la longue liste de ceux qui ont critiqué dès le début la Ve République, au nom de la République. J'en citerai un, Pierre Mendès France. Je fais ce choix, je pourrais en prendre d'autres. Parce qu'il y a quelques jours, le président de la République, et il avait raison, lui a rendu hommage. Et il a dit « Les leçons de Pierre Mendès France sont toujours vivantes ». On ne peut m'y dire
Mais quelles sont-elles les leçons de Pierre Mendès France sur le sujet qui nous intéresse? Je le cite, concernant la Ve République, il disait « C'est l'abdication permanente du peuple au profit d'un seul homme ». Voilà ce dont vous vous réclamez. Et loin de la hauteur de Pierre Mendès France, vous exaltez ce qu'il y a de plus autoritaire et de plus inquiétant dans cette Ve République. Vous vous félicitez de devoir limiter les pouvoirs du Parlement. Plus que jamais, il est temps de défendre la mémoire de Pierre Mendès France, et je le dis devant vous, en particulier, quand j'évoque la mémoire de cet homme qu'en 1958, à cette tribune, il avait suivi la parole d'un député sur ses bancs, qui avait dit alors qu'il cristallisait sur son personnage un certain nombre de répulsions patriotiques et presque physiques, déclenchant une des pires campagnes antisémites qu'un président de conseil ait connue. Cet homme, c'était Jean-Marie Le Pen, le fondateur de votre parti. Et cela, nous ne l'oublierons jamais. Mais je reviens à la Ve République. Je reviens. Le fondateur de la Ve République était clair. Lui ne biaisait pas. Il disait à propos de sa constitution qu'il voulait un parlementarisme rationalisé pour éviter les dérives du parlementarisme absolu en voulant en 2022. C'est plutôt les dérives du présidentialisme absolu qu'il s'agirait de combattre. Alors un grand pays comme le nôtre et sa représentation nationale ne doit pas accepter cette brutalisation, fondamentalement le désaccord qui vous amène à imposer par 49.3 ce projet de loi de finances. C'est que vous voulez nous empêcher, c'est que vous voulez précisément vous empêcher les critiques que nous avons portées. Vous voulez évincer toute discussion sur l'un des plus gros budgets du pays, soit un quart du revenu national, auquel vous n'avez daigné nous accorder que quelques heures seulement. Nous avons été majoritaires sur certains votes. C'est ça que vous voulez effacer. Nous avons été majoritaires sur certains votes. Et c'est cela qui vous amène à utiliser ces articles autoritaires. Vous voulez imposer à la sécurité sociale une cure austéritaire de 18 milliards d'euros, alors que nous avons très bien dit, notamment par mon collègue d'Harryville, que ces 18 milliards d'euros devaient être utilisés pour améliorer l'hôpital public. Vous menacez les générations, notamment en empêchant que notre proposition de taxer notamment sur les EHPAD privés puisse être mise en place. Vous empêchez toute discussion sur nos amendements, notamment la cotisation exceptionnelle sur le super-profit, la cotisation sur les EHPAD à but privé, etc. Ces choix budgétaires s'inscrivent dans la continuité de ces 5 dernières années. Et nous voyons déjà le résultat. 24 heures à peine, 24 heures après votre premier 49.3, 4000 professionnels de la pédiatrie ont publié une tribune pour interpeller le président Macron sur la saturation des services de pédiatrie. Alors, avec ce 49.3 qui, je le rappelle, car il y avait tout à l'heure de la part de certains orateurs, une forme de banalité. Certes, il a déjà été utilisé 90 fois de trop, mais c'est la première fois qu'il est utilisé sur le vote d'un projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Alors j'y reviens, ce 49.3 est l'arme d'un gouvernement aujourd'hui sans majorité. La seule défense d'un président acculé et contraint d'avoir recours à cet outil autoritaire. En l'utilisant, vous sous-estimez la colère sourde et puissante qui monte dans le pays. Et en vérité, c'est ce que je vous reproche le plus. Vous la nourrissez par votre brutalité politique. Cette colère prend la forme notamment d'une abstention populaire. Votre base électorale est d'une faiblesse vertigineuse. Madame la Première ministre, n'oubliez jamais que le président de la République, qui est la seule autorité qui vous a désigné, a rassemblé seulement 20% des électeurs inscrits au premier tour et 38% au second tour face à l'extrême droite. Vous-même, député En Marche, Renaissance aujourd'hui, vous avez obtenu au premier tour 11% des électeurs inscrits et 16 au second. Votre faiblesse, mais précisément, collègues, cette faiblesse doit nous amener à comprendre la crise sur laquelle nous sommes. Je vais vers ma conclusion. Vous n'avez qu'un seul argument, c'est de nous dire qu'il n'y a pas de majorité alternative. Eh bien si, elle existe. Elle existe. Et je vais vous dire où. Dans le peuple. Vous nous répondez Constitution, nous vous répondons élection. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous ne craignons rien et nous ne craignons pas le peuple. Le président Macron nous a menacés. Si cette motion de censure était adoptée, de dissolution et de revenir devant les urnes. Chiche, faisons-le. Et nous trouverons alors une nouvelle majorité politique. Nous ne nous laisserons pas enfermer dans la Constitution de la Ve République. Nous ne vous laisserons pas faire. Voilà où nous en sommes. J'ai la conviction
qu'une autre majorité populaire, écologique et sociale existe dans le pays. Un autre avenir est possible. Nous sommes prêts à gouverner. Rappelez le peuple, c'est à lui de décider où la majorité politique a cette brutalisation.